Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour le top 10 ni 15, mais le top 13 de mes lectures favorites de l'année 2024. Ce que j'ai fait pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus fluide et le plus clair possible, c'est que j'ai regroupé mes lectures favorites par genre plus ou moins. Donc on va commencer de suite avec le seul roman qui est dans une seule catégorie tout seul. Et la catégorie en question est jeunesse. Donc je vais vous le présenter de suite. J'ai mis Wonder, écrit par R.J. Palacio, qui est un roman qui a été adapté en film que vous connaissez peut-être puisque le titre est le même. Quoi parle ce roman? On suit Auguste, qui est un jeune garçon de 10 ans qui a été scolarisé toute sa vie à la maison parce que cet enfant est né avec un syndrome qui fait que il a eu dès sa naissance des problèmes respiratoires pour manger, de vue et ainsi de suite. En fait, il avait, si je vulgarise, le visage complètement déformé. Et donc, il a subi de nombreuses opérations, il était très souvent malade et il y a encore quelques mystères autour de lui qui ne sont pas vraiment résolus, que les médecins ne comprennent pas trop. Sauf que là, il a 10 ans et en gros, il pourrait faire sa rentrée en 6e et ses parents se disent il serait peut-être temps qu'on le scolarise enfin pour que il ait une vraie vie sociable qui soit aussi au contact d'autres enfants puisque jusqu'à présent, à part quelques amis, notamment quand il nous explique par rapport à certains flashbacks, il a quelques amis, notamment des voisins ou autres, mais sinon, il a jamais réellement été en contact avec les enfants et puis surtout, un jour, il sera adulte et il sera obligé de vivre au sein même de la société. Et donc, pour développer les différents codes sociaux, il faut qu'à un moment donné, il aille à l'école. Et donc, on va suivre Auguste qui va faire sa rentrée à l'école, donc au collège, pour la première fois. Et bien évidemment, ça va pas être facile pour lui parce que il est différent des autres et la différence se remarque énormément. Et en général, les personnes le pointent du doigt. Donc, on va voir comment Auguste va réussir à s'adapter à ce nouvel environnement, comment il va réussir à se faire des amis, comment il va surmonter les moqueries et tout autre challenge et épreuve qu'il va vivre. Donc, j'ai mis ce roman-là dans mes romans favoris parce que pour moi, c'est une douceur et une pépite absolue qu'il faudrait que tout le monde, notamment et surtout les enfants, lisent dans leur vie parce que les messages derrière ce bouquin sont magnifiques et on a affaire à une famille qui vend du rêve, la famille idéale où la communication est totale et bienveillante, sans entrer non plus dans dans la caricature de la famille qui dit jamais non à ses enfants et que du coup les enfants sont rois. On n'est pas dans cette caricature-là du tout. Mais voilà, c'est un roman, même s'il aborde des sujets très douloureux, il y a eu quelques moments où j'ai été très émue et où j'ai pleuré, parce que c'est triste aussi par moments. Malgré tout, c'est un roman qui reste très positif et optimiste, et dont le message est de toujours choisir en fait la gentillesse par-dessus tout. On en a une qui vient nous rejoindre pour la vidéo, Sadkato. Tu veux... Oula, attendez, je vais descendre la caméra que vous le voyez. Voilà. Alors, premier featuring de Sadkat, je crois, dans toutes mes vidéos. Voilà. Donc bon, si jamais vous entendez des petits ronronnements ou autres, ça vient d'ici. On va continuer avec une catégorie, j'ai eu un peu du mal. On va dire que la catégorie, ça va être le genre contemporain, puisque ce sont des histoires de la littérature contemporaine, en fait, et qui se déroulent dans un cadre contemporain, en grosso modo. Et d'ailleurs, avant que je vous présente le roman, à chaque fois, je vais vous mettre dans les coins de l'écran le lien vers les vidéos où j'ai parlé de ces romans-là pour avoir plus de détails justement sur mon avis et mon ressenti. Le tout premier roman, donc dans le genre littérature contemporaine, est Les Survivants, écrit par Alex Schulman, qui est un roman suédois que j'ai adoré et sur lequel j'ai pleuré et qui m'a un peu détruit dans le fond. Mais c'est pour ça que du coup, c'est une de mes lectures favorites parce que j'ai ressenti des émotions très très fortes, donc j'adore. Au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre une fratrie. Benjamin, Niels et Pierre, voilà. Qui vivent dans une famille assez toxique où justement, là, on n'a pas du tout de communication. Le peu qu'il y a est très toxique, c'est-à-dire que les parents mettent en compétition les frères entre eux. Ils sont très démissionnaires, ils leur donnent pas ou très peu d'affection, enfin bref.
Les parents s'en fichent un peu de leurs enfants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils étaient petits, il y a eu un drame qui s'est passé. Et on ne sait pas ce que c'est, nous, forcément, les lecteurs. Mais le personnage que l'on suit, Benjamin, qui est le plus petit, ne sait pas non plus. C'est bizarre. On sent en fait qu'il y a un peu, plus ou moins, un problème d'amnésie ou le cerveau qui a décidé un peu de manipuler les souvenirs tellement le traumatisme, en fait, était trop fort. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de comprendre quel a été ce drame, tout en même temps comprenant en fait pourquoi les garçons, que ce soit Benjamin, Pierre ou Niels, sont comme ça, pourquoi cette fratrie aujourd'hui ne se parle plus, euh, et comment à la fin justement ils vont réussir à tourner la page ensemble. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va durer 10 ans, mais j'ai adoré parce que la psychologie, je trouve, est développée à la perfection, c'est-à-dire qu'on a affaire à un enfant, c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée parce qu'il me ressemble sur pas mal d'aspects, qui fait des scénarios en permanence, surtout, qui est très anxieux, très attentif au regard des autres et très 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 émotif. Il absorbe toutes les émotions, tout ce qui est autour de lui, il l'absorbe. Et donc, on suffoque, on étouffe, comme on est dans l'esprit de Benjamin. Ensuite, autre roman qui m'a fait pleurer, décidément. J'aborde pas des sujets très positifs là, mais vous verrez après, au fur et à mesure de la vidéo, ça va être plus tranquille. Il y aura plus de larmes, ce sera mieux. Mais j'ai mis La Faiseuse d'étoiles, écrit par Melissa d'Acosta. Rien que le résumé, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai pleuré. On a Arthur, qui est un petit garçon. De mes souvenirs, il a plus ou moins 5-6 ans, quelque chose comme ça, au début du roman. Peut-être un poil plus. Mais en fait, sa maman lui dit, écoute Arthur, je vais devoir partir. Je dois aller sur la planète Uranus parce que le créateur, le dieu créateur m'a donné une mission et en fait je vais devoir le remplacer. Donc je vais devoir partir loin, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir revenir. Mais voilà, j'ai une grande mission, il faut que je fasse des dessins et plein d'autres choses. Enfin bref. Et Arthur, lui, il est tout petit, donc il y croit à fond. Mais nous, lecteurs, on sait que c'est qu'elle est malade et elle va malheureusement décéder prochainement. Et donc, tout ce roman-là traite du deuil et aussi pose un peu la question de est-ce qu'il faut dire la vérité ou non, notamment à ses enfants quand ils sont aussi jeunes. Quelle est la meilleure façon d'amener le deuil de la façon la moins douloureuse possible. Et c'est un roman mais magnifique, bouleversant mais magnifique, et je dirais même positif. Voilà, pour vraiment pas vous donner le sentiment qu'il est déprimant. Il n'est pas déprimant. Il rend triste, oui, mais il déprime pas. Et à la fin libératrice même, je dirais. Donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup beaucoup aimé, parce que c'est pas juste un roman qui vous tue le moral et qui vous flingue. Il y a autre chose derrière et je l'ai trouvé magnifique. Ensuite, dernier roman de cette catégorie, j'ai mis Que brûle la nuit, écrit par Arthur Deras, qui est un roman contemporain, mais une romance si vous voulez. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire. On va suivre Fleur et comment il s'appelle Victor, j'allais dire ce trou du cul. Victor, qui sont de jeunes étudiants qui vivent à Lille. Sauf que Fleur, elle vient, il me semble, du sud, si je me rappelle bien, ou je sais plus, ou non, de la Loire. Enfin, en tout cas, elle vient pas de Lille. C'est pas une Lilloise. Alors que Victor, lui, est vraiment du coin. Ils vont se rencontrer. Au départ, et franchement, il n'y a pas grand-chose qui les rapproche, si ce n'est qu'ils sont des étudiants. Et bon, lui, il veut devenir un grand architecte, elle veut devenir professeur des écoles. Donc, ils n'ont pas vraiment les mêmes aspirations. C'est d'ailleurs ce que fait bien comprendre Victor, en mode professeur des écoles. C'est pas un projet de fou, alors que moi, je vais être un grand architecte de renommée. Victor aussi, pour redresser un peu son portrait, c'est un jeune homme très arrogant, qui à la base enchaîne les conquêtes, qui dès qu'il sort avec ses amis se bourre la gueule et même se drogue, alors que Fleur est l'étudiante toute sage, très studieuse, qui ne va jamais dépasser les bornes, qui va toujours rester dans le cadre, qui va toujours respecter les règles. Donc, vous voyez, on a vraiment les deux opposés si vous voulez, mais ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Il y a quand même un truc qui va les rapprocher. Et en fait, et c'est ça que j'ai aimé avec ce roman, c'est que on va vite comprendre que cet amour, en fait, est-ce que c'est réellement de l'amour au final? Alors peut-être d'un côté oui, mais de l'autre pas forcément. Ou alors, oui, on peut considérer que Victor aime Fleur, mais qu'en fait il ne sait pas aimer correctement.
Et en fait, ça va être la descente aux enfers, où on va voir cette relation qui va complètement s'effondrer, devenir très toxique très rapidement, parce qu'en réalité, dès le départ, les bases sont pas très bonnes. Mais voilà, on va la voir dépérir. Et on va voir, en fait, c'est ça que j'ai adoré, les deux points de vue des personnages. Donc celui de Victor, qui va être beaucoup dans la manipulation, et qui, en fait, a une vision du monde, mais complètement différente, en fait. Enfin, après, chacun a sa propre vision du monde, mais là, on se dit, ah oui, lui, il est dans un autre monde, dans un autre univers. Et puis Fleur, qui, en réalité, a une vision du monde aussi faussée, puisque elle essaye, en l'empoisonnant des soit elle essaye de trouver des excuses à Victor, ou au contraire, c'est juste, en fait, elle se ment à soi-même pour ne pas, en fait, voir cette réalité qui est très triste et qui, en réalité, lui crie, lui hurle de partir, de fuir. Ah, là, pour le coup, il est tragique, ce roman. Il n'est pas joyeux, il est tragique. Et en même temps, il est réaliste. Il dépeint, malheureusement, la réalité de beaucoup de femmes qui se retrouvent prisonnières des manipulations, en fait, d'hommes. Et malheureusement, qui ne se termine pas toujours bien pour elles. On va parler du genre beat lit, et je vais vous présenter un roman qu'en réalité, je pourrais mettre tous les ans dans mon top des meilleurs romans, parce qu'en fait, je le relis pas forcément tous les ans, mais régulièrement, tous les 2 ou 3 ans max, je le relis, et à chaque fois, il fait partie de mes coups de cœur, parce que c'est peut-être en fait mon roman favori de tous les temps. Mais c'est pas de la grande littérature pourtant, mais je m'en fous, j'adore. Felicity Hadcock, écrit par Sophie Jomain, c'est de la beat lit. La beat lit, pour vous préciser, parce que c'est pas forcément un genre très connu, en gros, on va suivre une jeune femme qui vit sa vie de tous les jours, voilà, un quotidien très ordinaire avec ses petits tracas. Et sa vie va être bouleversée le jour où le surnaturel va faire irruption dans sa vie, avec très souvent des vampires ou des loups-garous, ce genre de créatures-là. Mais Felicity Hadcock, c'est l'histoire de Felicity, une Anglaise qui travaille dans une chocolaterie, qui malheureusement est orpheline parce que son père a disparu quand elle était petite, et puis sa mère est décédée il y a quelques années. Mais Felicity, elle est un peu particulière parce que elle connaît l'existence des vampires, parce que sa mère lui en a parlé, et parce qu'en fait elle sait qu'elle a un don qui fait que en fait elle ne peut pas se faire manipuler par les vampires. Voilà. Elle ne cédera pas à la tentation s'ils essayent de la manipuler ou quoi que ce soit. Elle restera lucide. Voilà. Sauf que un jour, parce que son amie Daphné veut trop aller en boîte de nuit, elle finit par y aller aussi, et elle croise ce qu'elle pense être un vampire qui essaye de la manipuler. Elle est en mode, mais mon coco, tu crois que tu vas m'avoir, mais en fait, vous les vampires, vous pouvez pas me séduire ni quoi que ce soit, ça marchera pas, casse-toi. Parce qu'en plus, sa mère lui a toujours dit, ne fricote jamais, au grand jamais avec les vampires, c'est un nid à problème. Sauf que le lendemain, Felicity se réveille dans une chambre de l'hôtel de la boîte de nuit juste à côté, et elle constate qu'elle a une marque de morsure au niveau de son aine. Voilà. Et donc là, elle se dit, oh punaise, je suis pas dans la merde. Et d'autant plus que, suite à cette morsure, des créatures vont se retrouver chez elle, comme attirées suite à cette morsure, des sortes de jeunes bébés, des nouveaux vampires. Et donc là, à partir de ce moment-là, sa vie va être complètement chamboulée parce que elle va se retrouver dans des histoires complètement folles. Et puis, il y existe les anges gardiens qui vont venir et essayer notamment de la protéger. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire incroyable et il faut la lire parce que, c'est extrêmement addictif. C'est le seul roman pour lequel j'ai fait des nuits blanches. Deuxième raison, c'est extrêmement drôle, mais moi j'en ai hurlé de rire parfois pour vous dire. Je sais pas quoi vous dire, c'est mon addiction, c'est ma drogue littéraire. Voilà. On continue, on va entrer dans le genre fantasy, même si là, les 3 romans que je vais vous présenter se distinguent un peu les uns des autres quand même, parce que c'est pas exactement de la même type de fantasy qu'on va avoir. Donc je commence avec le tout premier, qui s'intitule Every Heart a Doorway. Alors en français, c'est Les Portes Perdues, si je me rappelle bien le titre. Publié aux éditions Pygmalion, et c'est écrit par Shannon Maguire. C'est un premier tome très très court, ça s'appelle des novellas d'ailleurs, parce qu'en fait c'est des romans très courts, ils font à peine 100 pages ou plus de 100 pages,
Donc c'est très très court, mais il y a beaucoup de tomes. Ça, c'est à savoir avant de commencer, hein. Je crois qu'il y en a quasiment 20, au secours. Mais j'ai adoré parce que c'est dark. C'est vraiment de la dark fantasy pour moi. Et du coup, j'adore parce qu'en fait, c'est sombre. C'est pas cucul-la-praline, c'est sombre. Il y a des meurtres, les gens ils meurent dans des conditions atroces. Et il y a du mystère, il y a de la tension. Donc j'adore en fait. C'est trop trop bien. Et puis comment dire, le scénario en lui-même est super intéressant parce qu'en fait on a des enfants. Allez savoir pourquoi, mais une fois dans leur vie, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Alors ça peut être une porte, en ouvrant une armoire, en fait il va y avoir cette fameuse porte. Ça peut être n'importe où. Et en fait, quand ils entrent, qu'ils passent à travers cette porte, ils se retrouvent dans un autre monde, un monde parallèle si vous voulez, complètement différent de notre monde à nous. Et en fait, c'est comme si ce monde avait une emprise sur eux. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas quitter cet endroit, ils ne veulent plus jamais le quitter, ils veulent rester là. Et pour eux, en fait, c'est leur maison. Sauf qu'on peut avoir différents types de mondes. On peut avoir un monde avec, youpi, des grands arcs-en-ciel, des licornes, trop joyeux. Ou à contrario, des licornes, mais très sombres, avec des règles très dures. Et attention, vous pouvez mourir. Ou un autre type de monde, par exemple, c'est celui de... l'héroïne qui s'appelle comment, Nancy, il me semble. Elle s'est retrouvée plus ou moins dans le monde des morts. Où comment dire, la plèbe, puisqu'elle faisait partie plus ou moins de la plèbe, enfin des gens quelconques, devaient rester figés tels des statues. Je le présente trop mal, c'est horrible, je me rends compte. Bref, c'est catastrophique la présentation. Mais ce qui se passe en général, c'est que ces enfants-là finissent par se faire exclure de ce monde. Soit parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est des humains, ils n'ont rien à faire dans ce monde, ils viennent pas d'ici. Ou soit parce qu'ils ont enfreint l'une des règles. Parce que chacun de ces mondes a des règles. Sauf que, donc ils se retrouvent exclus, donc ils retournent dans le monde des humains, mais en fait, ça leur plaît pas. Quand ils reviennent dans ce monde-là, ils se disent mais je veux retourner là-bas, c'est là-bas ma maison. Et donc ils sont déprimés, ils tentent à tout prix d'y retourner, ou ils se suicident, enfin des choses atroces. Sauf qu'il existe une école privée qui justement recueille ces enfants-là pour en fait essayer de les soigner. Sauf que lorsque Nancy va donc arriver dans cette école, ça va être la catastrophe. Il va y avoir une série de meurtres abominables. Et donc l'école va être en danger, c'est-à-dire qu'elle risque de fermer, donc les enfants risquent d'être renvoyés chez eux. Alors toute une enquête pour savoir qui tue ces personnes-là, que va-t-il advenir de cette école et de ces enfants. Ensuite, un autre un peu sombre, mais quand même beaucoup moins. J'ai adoré Galante, écrit par Schwab, qui est aussi l'écrivaine de La vie invisible d'Adji Larue, que par exemple j'ai détesté. Mais ça, j'ai adoré. C'est très contemplatif pour le coup. C'est-à-dire que c'est certes assez sombre, mais en même temps pas trop parce qu'il me semble que c'est quand même aussi destiné un peu pour de la jeunesse. Donc c'est pas, voilà, vous n'attendez pas à des trucs très très sombres. Mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup de mystère, beaucoup de tension. On a l'impression que les gens sont un peu foutus, qu'ils vont finir par mourir. Un peu un sorte de défaitisme assez lourd, assez pesant. L'univers en lui-même est très sombre, hein, puisque à nouveau on a en fait plus ou moins deux mondes parallèles, le monde des vivants et le monde de la mort si vous voulez. Alors là c'est tout un autre fonctionnement. J'ai beaucoup aimé justement cet aspect contemplatif. Là pour le coup j'ai beaucoup aimé parce que ça nous permet à nous, hop là ça quête, on se calme. Ça permet au lecteur justement de bien s'imprégner de l'histoire et de bien s'immerger. J'ai vraiment eu en lisant ce roman le film dans ma tête, j'avais vraiment les images. Et puis surtout, en fait ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a beaucoup de mystères et donc on est tenté en tant que lecteur de justement faire des théories dans notre tête. Et donc c'est ce que j'ai fait tout le long, j'ai adoré parce que en fait on menait un peu notre propre enquête. Donc un peu comme un roman policier. On va suivre cette petite Olivia qui est orpheline, qui en fait voit les esprits, les fantômes, et qui va se faire dégager en fait de l'orphelinat parce qu'en gros elle est maintenant entre guillemets trop vieille pour y rester, et donc elle va être envoyée vers, alors je sais plus si c'était des tantes ou des oncles, un truc comme ça, mais elle va être envoyée en gros au manoir familial. Sauf qu'en fait, quand elle va arriver là-bas, il va se passer plein de choses. Et en fait, elle aurait jamais dû rejoindre ce manoir.
Ensuite, dernier roman de fantasy, et alors là pour moi on est dans ce que j'appelle de la fantasy pure et dure, c'est-à-dire que on s'en fiche de la romance, il n'y a pas de romance, on est là pour l'action, la fantasy, et ça me fait même penser au jeu de rôle où on va avoir justement une équipe avec différents personnages, donc parfois de différentes espèces, ou avec chacun sa propre magie, ses propres compétences, qui ensemble vont mener des quêtes. Vraiment, c'est ça, et c'est pour ça que j'ai adoré. Donc on est sur un roman auto-édité. Il s'agit de La Compagnie des Mages Voleurs, écrit par Mathieu Cochon. On va suivre Nina qui, en gros, est endettée. Sa mère est très gravement malade. Il faut un traitement pour elle, mais ça coûte très cher. Et en gros, le royaume où elle vit est dirigé par les mages de feu, si je me rappelle bien. Et elle les déteste. Elle les haït au plus haut point parce que, en fait, sa vie est misérable en grande partie à cause d'eux. Un jour, un homme très mystérieux va débarquer chez elle, Maître Vickel, avec d'autres personnes. Il va être accompagné, hein, et va lui proposer de venir avec lui pour justement réaliser en gros une quête. Et en échange, tous ses problèmes seront résolus, c'est-à-dire que sa mère aura le traitement qu'il lui faut pour sa maladie, tout ira très bien. Et puis surtout, son vœu à elle qui est de voir ce royaume détruit, sera détruit. Et donc Nina va embarquer dans cette aventure avec ces personnages-là. Mais ce que j'ai donc adoré, c'est pour ça que pour moi il faut le lire si vous êtes fan de fantasy, c'est que là on a vraiment ce concept de ils ont une première quête, ils vont tenter de la réaliser, puis ensuite une autre quête et ainsi de suite jusqu'à la fameuse quête finale, le grand but ultime. Les personnages sont très 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 ambigus et ça j'ai beaucoup aimé, et la fin est complètement... La fin nous laisse sur les fesses et donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Je vais pas vous en dire plus parce que sinon ce serait vraiment spoilé, je veux pas du tout vous spoiler, mais vous n'êtes pas prêts. On passe maintenant à la SF. Il s'agit d'un roman auto-édité, mais encore une fois de plus, de qualité. Le premier tome de Space Nova, écrit par Elie Barbati, donc celui-là s'intitule La tombée de l'aurore, et j'ai adoré. Pour faire très rapide, très court, on est dans un futur pas si proche que ça quand même, parce qu'on est dans les années 2200 et quelques. Mais en gros, l'être humain a quitté la planète Terre parce qu'elle est devenue plus ou moins invivable et a décidé tout simplement de coloniser l'espace, donc différentes planètes. Et on va suivre Lohan qui vit sur une station coloniale. Alors, si on peut bien, c'est le SCS Pollux. Lui vit sa vie tranquillement, c'est plus ou moins, alors je vulgarise, mais un sorte d'informaticien hacker. Voilà, il gère tout ce qui est l'informatique, c'est un pro. Et il va être envoyé en mission à un moment donné. Et en fait, suite à cette mission, tout va partir en cacahuète parce qu'en fait, une créature, une arme biologique, va être introduite sur la station coloniale. Sauf que sur cette station vit plus de 200 000 personnes qui attendent de rejoindre une planète pour la coloniser. Et cette créature-là, qu'on va appeler la faucheuse, va massacrer tout le monde. Et en fait, le problème de cette créature, c'est qu'en plus, elle contamine les gens et les gens se transforment même en faucheuses. Et donc, ça vire au cauchemar complet. Et donc, il va y avoir toute une enquête sur d'où vient cette créature, qui l'a créée, pourquoi, comment la vaincre, la survie des colons eux-mêmes, où aller, parce que leur station s'effondre, ils vont sur une autre, et je vous donnerai pas la suite, mais ça va pas bien se passer ailleurs non plus. Donc, où aller, comment survivre, comment vaincre l'ennemi, plein de questionnements comme ça. Mais pourquoi il faut lire et pourquoi j'ai adoré? Parce que on est sur de la SF, mais on a aussi, surtout dans le tome 1, un côté un peu thriller, je trouve. Puisque thriller, voire horreur, puisqu'il y a quand même beaucoup de tension, beaucoup de suspense, et voire même de peur suscitée par ces créatures-là qui sont abominables. Hein. Il y a une illustration, vous verrez si vous lisez le roman à quoi ça ressemble, c'est horrible, c'est dégueulasse. L'univers est super intéressant et très bien expliqué. Quand on a des mots de vocabulaire qui, en soi, n'existent pas dans le dictionnaire français, ils sont expliqués par l'auteur avec des notes de bas de page, sans que ce soit trop, c'est-à-dire que c'est assez court, il n'y en a pas à toutes les pages, heureusement non plus. Donc vraiment, on assimile l'univers et on comprend cet univers de façon très fluide, très simple, même si on n'y connaît rien
justement l'espace. On comprend très bien l'histoire. C'est très accessible. Franchement, j'ai adoré. Là, je suis en train de lire le tome 3, qui est le dernier tome de la trilogie. Et je ne me lasse toujours pas. J'aime toujours autant. Et c'est super bien foutu. Je vous dis, il y a toujours en fait de nouvelles intrigues qui se développent. Et à chaque fois, on avance de plus en plus dans l'histoire et on obtient les réponses aux questions qu'on se pose en fait. On termine avec les 2 derniers bouquins et tous les 2 appartiennent au genre historique. En premier, je vais vous parler du Secret des Devril, qui est un tome 1. Alors, je sais pas si ce sera une trilogie ou s'il y aura, plus de tomes, je sais pas. Je sais que là, le tome 2 vient de sortir puisque je l'ai acheté. Le tome 3 sort en juin, mais je crois qu'il va y avoir un tome 4 après, il me semble. Bon. On est sur un roman historique parce que le roman se déroule au début des années 1900 en Irlande, mais l'Irlande du Nord, qui donc à cette époque-là est plus ou moins en guerre civile, puisque on a les loyalistes et les républicains qui s'affrontent. On a donc les loyalistes qui veulent que l'Irlande du Nord reste dans le Royaume-Uni, tandis que les républicains veulent que l'Irlande du Nord devienne indépendante ou à la limite soit rattachée avec la République d'Irlande qui elle est complètement indépendante du Royaume-Uni. On va suivre les Devril, qui est une famille anglo-irlandaise qui vit donc là-bas et qui est un peu tiraillée justement entre les 2 côtés, puisque certains membres de la famille par exemple se sentent plus irlandais que anglais et inversement. Sauf que on va suivre en particulier Kitty, qui elle est à fond pour justement l'Irlande. Elle ne veut surtout pas partir vivre en Angleterre. Elle veut rester en Irlande. Elle se sent irlandaise elle-même, même si elle a du sang anglais en elle. Et elle est prête même à défendre la cause des républicains. Donc on va suivre cette jeune femme, mais on va également suivre d'autres personnages féminins qui sont toutes bien sûr en lien les unes avec les autres. On a par exemple, j'ai oublié, Bridie, voilà. Bridie qui est plus ou moins une servante de la famille Devril que l'on va suivre également, qui elle pour le coup est 100% irlandaise, mais on va aussi suivre Celia, l'une des cousines de Kitty, enfin bref. Donc on va suivre ces 3 histoires parallèlement, même si le personnage vraiment principal reste Kitty. Et donc on va suivre leur vie. En fait, déjà, Kitty, il faut savoir que quand on l'a su au début, c'est une toute petite fille et après on va la voir devenir une jeune femme. On va rentrer dans les détails, mais pourquoi j'ai adoré, pourquoi donc je vous recommande de le lire, parce que déjà au niveau de l'aspect historique, je trouve que ça retranscrit bien le contexte de l'époque. On a assez d'informations qui nous sont données, notamment si vous connaissez pas du tout ce contexte-là. Ce que l'auteur justement explique suffit largement pour comprendre les enjeux de l'époque. Et puis parce que les personnages sont très variés, il y en a pas mal, mais on s'y retrouve assez vite, ça va. On est peut-être un peu perdu au début parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais après on s'y retrouve. Et donc comme on a une certaine variété de personnages, le lecteur a la possibilité de s'attacher plus à certains qu'à d'autres, et en même temps on suit un peu, il y a des micro en fait intrigues dans l'intrigue principale où donc on va suivre un peu ce qui arrive à chacun et chacune. En fait j'aime bien parce que ça fait un peu dans le style feuilleton, enfin, un feuilleton un peu historique où voilà on va suivre un peu les péripéties de chacun et chacune avec bon voilà des petites romances parfois. Mais tout ça ancré dans le contexte historique de l'époque, même si c'était un peu mon point de critique, je trouvais que, notamment passé un certain cap de l'histoire, l'auteur mettait un peu trop de côté justement l'aspect historique et ses personnages eux-mêmes s'en foutaient un peu limite de ce qui se passait, je trouvais. Enfin, voilà, il y avait quelques légères incohérences, je trouvais limite par rapport à ça. Nous avons La Chambre des Diablesses écrit par Isabelle Duquesnoy. Donc c'est une histoire vraie, donc ça aussi c'est un truc que j'adore parce que c'est une histoire que je ne connaissais absolument pas et que donc j'ai découvert grâce à ça, puisque on va suivre la voisin, du moins c'est le nom qu'on donne à la voisin, qui est une alors ça dépend en fait, plusieurs personnes lui donnent différents noms, certains disent que c'est une sorcière, d'autres disent que c'est une empoisonneuse. À la base, c'est une sage-femme qui aide voilà, les femmes à accoucher, sauf que petit à petit, en fait, pour se faire plus d'argent, elle va proposer de lire les mains, de faire un peu, de jouer la voyante, même si tout ça, bien sûr, est complètement faux. Et puis, petit à petit, en fait, comment dire,
son activité annexe va partir à la dérive et elle va commencer à faire des choses de plus en plus douteuses et de plus en plus immorales, jusqu'à aller au point de non-retour. Donc on va justement suivre ce qu'elle va faire, mais on va aussi suivre cette histoire à travers le regard de sa fille qui s'appelle Marie-Marguerite et qui pour le coup, elle, est une jeune femme très innocente qui en fait aimerait fuir et échapper à tout ça parce qu'elle sait que ça va mal se terminer et que elle est au milieu de tout ça et donc ça va aussi forcément mal se terminer pour elle aussi. Mais donc j'ai adoré parce que on apprend plein de choses, donc c'est ultra, je dirais pas instructif parce que bon, c'est juste, comment dire, au niveau culturel, voilà, on apprend plein de choses. C'est très très bien écrit, c'est très addictif également, vraiment la plume de l'auteur est très agréable. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est son style qui est assez, pas cassant, mais comment dire. On va dire que l'auteur ne mâche pas ses mots à travers ses personnages et j'ai beaucoup beaucoup aimé ça. On termine avec le dernier roman, c'est le seul que j'ai pas sur moi parce qu'il est chez mes parents, tout simplement. Mais en dernier, dans les romans plus ou moins historiques, même si ce serait plus mythologique, je dirais, en réalité, on a Le Chant d'Achille, écrit par Adeline Miller, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est un roman qui, en gros, retrace l'histoire d'Achille et de Patrocle, si je me rappelle bien en français. Si jamais c'est pas ça, j'écrirai la bonne version là. Donc pendant la guerre de Troie, même si ça commence bien avant la guerre de Troie, puisque ces deux personnages-là se connaissent avant cette guerre, mais on va vraiment suivre leur relation à tous les deux, puisque selon les versions qu'on lit dans la mythologie grecque, Achille et Patrocle peuvent être de simples amis, camarades, comme des amants. Et là, dans ce roman-là, c'est la version amant, mais je connaissais pas du tout cette histoire-là, c'est-à-dire que je connaissais Achille, mais je ne connaissais pas Patrocle. Donc j'ai découvert son histoire et j'ai beaucoup beaucoup aimé parce que au-delà de l'aspect romance qui, heureusement, je trouve, à mes yeux, n'est pas... Elle est certes importante, mais pas tant que ça au final. Je trouve que l'aspect mythologique, vraiment expliquer, raconter l'histoire de la guerre de Troie, des différentes divinités, je trouve que ça, c'est beaucoup plus au centre du roman que la romance en elle-même. Et donc, heureusement, sinon, je pense que j'aurais beaucoup moins aimé. Mais j'ai adoré. La romance en elle-même, je trouve, est très belle, très bien expliquée, très bien décrite. La plume de l'auteur, d'ailleurs, est très poétique. Mais surtout parce qu'il m'a vraiment intéressée, c'est tout l'aspect mythologique où j'ai pu apprendre plein de choses et je me suis régalée, même s'il y a eu juste un passage où à l'époque je trouvais que c'était un peu lent. Mais je vous avoue que là aujourd'hui je pourrais clairement relire le bouquin sans aucun souci et je pense que j'apprécierais peut-être même plus ma lecture vu que je l'avais lu en VO et qu'il y a peut-être des éléments que j'avais un peu... pas trop, enfin auquel j'avais pas trop fait attention, que j'avais pas trop forcément compris sur le moment. C'est donc la fin de mon top 13. Il y a eu beaucoup beaucoup de romans. J'espère que la vidéo est pas trop longue. Je vais essayer de couper au max. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que certains de ces romans sont dans votre pal ou si vous les avez déjà lus et si vous, justement, vous les avez beaucoup aimés aussi ou alors pas du tout. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.